Freezing cold in ancient years old. You're the cold maze, say one freezing cold in ancient years old. All right. Mais c'est un métier de femme par excellence. D'abord, nous sommes menteuses à tous les points de vue. L'homme ne peut pas mentir sexuellement, c'est impossible. Mais la femme peut mentir jusqu'à 99 ans. Les producteurs sont des hommes, les techniciens sont des hommes, les metteurs en scène sont pour la plupart des hommes. Avec un grand metteur en scène et que ce soit vraiment le rôle, je le ferais. Mais sinon, je tiens pas spécialement à me montrer sexy dans les films, non. D'un homme, on dit pas il est mignon, il est charmant, il est gracieux, il pétille. jamais on dit ça. Toc, toc, pif, paf, poum, hop, on tire la combien là? Ah mais pour moi la première, toi la deuxième. Moi je fais oui Suzy, vous n'êtes jamais contente. Alors je fais, oh bon, c'est fini, y a rien à dire. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode des Bobines, le podcast qui met un coup de projecteur sur les femmes méconnues du cinéma. Qu'elles soient actrices, réalisatrices, techniciennes, stylistes, critiques et j'en passe, le but de ce podcast est de remettre au premier plan ces femmes que l'histoire du cinéma a oubliées ou mal digérées. Car comme vous le savez, l'histoire est écrite par les vainqueurs et dans ce milieu, les vainqueurs n'ont pas de nichon. Je suis Julien Guimont et je suis accompagné de Henri Langlois en jupe crayon. J'ai nommé Lou Bobin. Bonjour Lou. Bonjour, sans jupe aujourd'hui, mais Henri Langlois, je prends. Ah d'accord. Marcel Atafia est en retard, mais il nous a promis d'arriver avant la fin de l'émission, juste pour pouvoir gagner au jeu des Bobines, ça on la connaît. Pour ce nouvel épisode de la saison 2 des Bobines, le podcast, et après une double émission consacrée à Barbara Stanwyck, toujours disponible sur les bonnes plateformes, nous allons parler aujourd'hui d'une actrice qui aurait pu prétendre également à son diptyque tant sa carrière fut longue, que ce soit dans le paysage cinématographique français, mais pas que. Cette bobine, c'est Dédé. Alors non, pas Dédé la débrouille, non, c'est Dédé comme Daniel Darieux. Alors nous avons la chance de recevoir à cette occasion l'éminent critique de cinéma qui a fait les beaux jours de Télérama et aussi tout de même, et qui fait toujours les beaux jours au Masque et la Plume. J'ai nommé Pierre Murat. Bonjour Pierre. Bonjour à vous deux. Et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Mais c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité pour parler de Darieux. Et on ne vous a pas invité pour rien puisque vous publiez aux éditions Télémac un très beau livre intitulé Les films de Daniel Darieux, dans lequel vous faites une sélection subjective de vos films favoris sur cette grande comédienne. Alors nous allons reparler de votre ouvrage et du parcours de Daniel Darieux, mais avant cela, et même si Marcel n'est pas avec nous dans le studio, c'est la magie du montage, elle va nous tirer le portrait de Daniel Darieux. C'est à vous Marcel. Ses initiales, Dédé. Avec sa voix flûtée et son chic très parisien, la gamine des comédies des années 30 trimballa son minois souvent espiègle et toujours expressif jusque dans les années 2000. Petite chérie des Français, ils furent Ross avec cette chouette môme, jamais primée, accusée à tort, mais tellement aimée de son premier rendez-vous à Madame 2. Cette sacrée nénette, c'est Daniel Darieux. J'en conviens, la réponse sera vite correcte. Alors Pierre, avant de parler du parcours de Daniel Darieux, une première question, vous le dites dans vos propos de votre livre, mais pourquoi avoir eu envie d'écrire un livre de cinéma sur une actrice que vous avez pourtant découvert au théâtre ? Ah ben parce que je l'ai découverte au théâtre, oui, un soir où mes parents... Nous revenions de Bulgarie, mon père était militaire, enfin je ne vais pas raconter la vie, il était militaire, et comme je dis dans le bouquin, agent secret, puisqu'il travaillait à ce qu'on appelait le SDEC, c'est-à-dire le service de contre-espionnage, quoi, voilà. Et il y a toujours un attaché militaire qui était considéré comme l'espion officiel. Alors, c'était des temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, vraiment. Mais c'était... Mais Lou peut connaître, par contre. Ouais, moi, j'étais là au moment des dinosaures. Ah, si c'est Henri Langlois, oui. et donc, nous revenions de Bulgarie. Et voilà, ma mère qui était fan de Daniel Darieux. Mais c'est pas elle qui m'a inspiré cette passion-là. Elle voulait voir Darieux dans une pièce qu'elle jouait à cette époque-là, de Françoise Sagan, qui s'appelait La robe mauve de Valentine. Et donc, j'ai découvert cette actrice tout à fait étonnante, qui virevoltait sur scène, qui était légère. Et puis, bon, je l'ai regardée, je l'ai applaudie. Et un tout petit peu plus tard, lorsque je suis devenu vraiment cinéphile, j'ai découvert une autre Darieux, quoi. L'actrice de théâtre s'est confondue avec l'actrice de cinéma que je découvrais. Et là, j'ai commencé à la découvrir. Alors, j'ai eu de la chance, je crois que je l'ai découvert dans un de ses chefs-d'œuvre qui est Madame 2. Donc, c'est pas mal pour une introduction. Voilà, oui. Et puis, je dois dire que double choc. Darieux,
et Max Ophuls, qui est devenu instantanément mon cinéaste de chevet. Et donc dans ce livre, vous allez donc faire une sélection subjective de films de Daniel Darieux que vous aimez. Oui, parce que je me suis dit que ce qui m'ennuie toujours dans les livres sur les cinéastes, enfin les cinéastes, non, ça se justifie qu'on fasse toute la carrière. Mais sur les acteurs, ils ont tourné quelquefois des films qu'ils ne voulaient pas pour les impôts, quelquefois. Elle le dit elle-même. Oui, parce et puis les acteurs détestent ne pas travailler quand ils sont sollicités. Donc il y a vraiment des trucs très mauvais. Et je me suis dit, mais pourquoi perdre son temps et faire perdre du temps au lecteur en parlant de films dont je vais écrire « Eh ben, c'est pas terrible encore ce film-là, quoi. » Voilà. Donc j'ai plutôt choisi, je me suis dit, voilà, qu'est-ce qui reste ? Et alors j'ai eu l'idée de diviser ce livre en plusieurs chapitres. Bon, alors le début et les films que Darieux a tournés à la fin, ça c'était un peu le chronologie. Mais ce que j'ai essayé de faire, c'est de dire, voilà, les succès, parce qu'elle a eu de 1936 à 2001 une liste impressionnante de succès commerciaux. Et puis les audaces, parce que je me suis rendu compte qu'elle avait tourné dans une brève période de sa carrière, mais tout de même avec des films qui n'ont pas marché du tout, faut le dire, mais qui sont plutôt bien. Et puis évidemment, un thème s'imposait, c'est les très grands films. Là, Ophuls, Monkey Witch, enfin, on y reviendra peut-être. Et puis j'ai eu l'idée de dire, voilà, dans tous les navets qu'elle a fait, parce qu'elle en a fait, comme toute vedette qui se respecte, si j'ose dire, il y en a 5-6 qu'elle sauvait. Et j'ai inventé cette petite rubrique dont je suis assez, pas fier, mais content, des films qu'elle a sauvés. Et alors là, j'ai mis, par exemple, un film qui s'appelle Patate. Vous n'avez certainement jamais vu Patate. Si, moi j'ai vu Patate et je peux vous dire que c'est très bon et j'ai un copain qui programme au Mac Mahon qui veut faire venir Sylvie Vartan pour parler de Patate. Elle joue la mère de Sylvie Vartan, c'est ça ? Il y a un collectif. Il y a un collectif Patate. Je vous assure que moi qui l'ai vu 2-3 fois, parce que c'est un film que j'ai vu beaucoup de fois quand il est sorti, parce que j'étais à la fois fan de Darieux et de Sylvie Vartan, c'est pas terrible quand même. Il faut le dire, c'est pas terrible. Mais elle est très bien. Est-ce que la séance aura du succès ? Ça, c'est une autre question. Si Sylvie vient, si Sylvie vient, c'est sûr qu'il va y avoir. Oui, je pense quand même. Oui. Et puis, elles sont très bien entendues, je crois, toutes les deux. Donc, mais par exemple, voilà, j'ai pris aussi un film qui s'appelle Typhon sur Nagasaki. Typhon sur Nagasaki, Yves Ciampi, 58, je crois. Énorme succès à l'époque, qui annonce un peu les films catastrophes américains, puisque c'est nous qui avons quasiment... Non, faut pas exagérer, parce qu'il y avait dans le cinéma italien muet, des trucs... Mais enfin, à cette époque-là, les films catastrophes étaient plutôt rare. Et donc, Yves Ciampi, au Japon, tourne ce film Typhon sur Nagasaki avec Jean Marais, Darieux et une comédienne japonaise, dont vous aviez parlé dans une émission. On a fait une émission, effectivement. On avait reçu des films Ciampi. Madame Yves Ciampi. Et le film est nul. Oui, alors oui, effectivement, si Delphine Ciampi nous écoute, je suis désolé pour elle. Mais effectivement, le film n'est pas le plus grand film. Alors, il y a les scènes spectaculaires qui sont pas mal, sont restées très bien. Jean Marais, qui est assailli par les tornades, c'est pas mal du tout, s'en sort très bien. Et Darieux, comme je dis dans le livre, dans un sale rôle de Française jalouse, elle est horrible. Elle est horrible. Le personnage est horrible. Ouais. Le personnage est horrible. Et je l'ai sauvée, pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, elle apprend la mort. Je spoil, mais enfin, qui est-ce qui va revoir Typhon sur Nagasaki ? Elle apprend une tragédie et elle comprend que cette tragédie-là va la séparer du mec qu'elle aime, mais qu'elle aime uniquement parce qu'il lui échappe. C'est toujours le si tu m'aimes pas, je t'aime, si je t'aime, prends garde à toi, quoi. C'est parce qu'elle a une concurrente que finalement elle veut le récupérer. Voilà. Et la concurrente va l'emporter et elle comprend que tout est fini. Et là, Yves Ciampi la cadre bien, le plan est fixe comme ça sur elle, et elle réussit, à mon avis, à exprimer ce qu'elle exprimait déjà chez Ophuls et chez d'autres. La perte du sentiment, l'angoisse du sentiment amoureux, ça nous est arrivé à tous de nous rendre compte que, c'est fini, il n'y a plus rien à faire, je regrette tout ce qui s'est passé, je regrette tout ce que j'ai fait, je regrette tout ce que je n'ai pas fait, et c'est tout ça que je lis dans un seul regard, et dont j'ai gardé le film, qui n'est quand même pas très bon, pardon à tous les héritiers du serpent, mais pour ce regard d'elle, et ce moment où pour moi,
sauve le film. Et Ce que j'appelle sauver le film. Oui, et c'est là où on voit que c'est une grande actrice. Et à noter quand même que le film vaut le coup aussi pour Keiko Kishi, qui est absolument magnifique dedans. Qui est magnifique. Mais elle a le joli rôle, tandis que Dario a vraiment le sale rôle. Hein. Ah oui, vous êtes poli. Alors donc Danielle Darieux, on va d'abord revenir sur ses débuts. Lou. Qui est Danielle Darieux? D'où vient-elle? Danielle Darieux, elle vient de Bordeaux. Elle a un papa qui est ophtalmo et qui décède quand elle est très jeune. Et elle est élevée par sa mère qui est cantatrice et qui donne des leçons de chant. Alors dans la famille Darieux, il était de bon ton de jouer d'un instrument, ou enfin en tout cas de faire quelque chose, mais elle était plutôt portée sur des instruments avant, style saxo, tuba, et sa mère lui a dit mais enfin ma fille, pour une jeune femme de cette époque-là, c'était hors de question qu'on fasse ça, donc ça sera le violoncelle. Bon, soit le violoncelle. Mais Danielle Darieux chante à côté et une amie de sa mère lui fait part qu'elle connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un. Peut-être que Monsieur Murat, vous voudrez compléter cette information. Pierre, ça sera plus simple parce que. Mais en tout cas, qui lui dit on cherche des jeunes femmes pour tourner dans un film qui s'appelle Le Bal. Des jeunes femmes qui ne savent pas encore jouer la comédie. On veut des débutantes. Et donc, elle se rend aux essais. Et puis, elle dit les essais, c'était super parce qu'on m'a mis un grand jeune homme à côté de moi et on m'a demandé de l'appeler maman. Donc elle a dit j'ai trouvé ça très drôle. Très beau. Très beau, c'est vrai qu'elle le précise. Elle le précise, parce que déjà elle aimait bien les mecs, et les mecs très beaux. Donc parlez-nous un petit peu de ce film. Le Bal, c'est de Willem Thiel. Oui, Willem Thiel. Oui. Voilà. Elle a 14 ans quand elle fait ce film. Elle est déjà... Alors elle est un petit peu maniérée, elle est pas très 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 bonne. Le film est moyen aussi. Mais ce que j'essaie de montrer, et là, grâce à l'iconographie de mon éditeur, c'est formidable, on a trouvé l'image où, à la fin, puisque c'est l'histoire d'une petite fille dont les parents sont bourgeois, mais suite à un héritage, ils deviennent très riches, et du coup très snobs, et ils veulent se glisser dans le tout Paris, et donc c'est une catastrophe pour elle. Et donc, à un moment donné, elle est humiliée, giflée, et ils veulent inviter tout Paris, comme on dit maintenant, ou comme on disait déjà à l'époque. Et donc, il lui confie toutes les invitations, et elle, parce qu'elle est humiliée et giflée, elle les jette à la Seine. Donc, voilà. Déjà l'impertinence. Voilà, déjà insolente et impertinente. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'elle a, dans l'expression qui est dans le livre, qu'on a essayé de retrouver dans le livre, une expression comme ça de tragique, de gravité soudaine, qu'une gamine, qu'elle n'a pas encore dans les autres scènes, mais là, c'est passionnant de voir qu'en un instant, là encore, comme dans Typhon sur Nagasaki, on devine dans cette photo tout ce qu'elle deviendra un tout petit peu plus tard. Mais je vous trouve dur quand même avec le film, parce que rappelons que Le Bal est de 1931, et il faut dire que les films français, on va dire entre 1930 et 1933, il y a des trucs qui sont vraiment pénibles à regarder. Je pense notamment à Paul Zinner, si ses héritiers nous écoutent, pardon aussi, mais où c'est vraiment c'est statique, il se passe rien, tandis que là, quand même, c'est pas un des pires films du début 30. Il y a quand même quelques idées de mise en scène. Non. Mais l'idée, vous voyez, c'est toujours, en tant que critique, je me dis toujours, ce que j'ai essayé de faire aussi dans le livre, c'est de montrer que certains films traversent le temps. Alors, bien sûr, ils vieillissent, mais certains sont plus visibles à notre époque. Bien sûr, oui. Tandis que pour moi, vous avez raison, Lou, mais c'est pas un navet, mais c'est un film mineur. Un tout petit peu petit. Mais en tout cas, ça va lancer la carrière de Danielle Darieux, voilà, puisque elle va pas s'arrêter. Tourner. Je crois si pendant 6 mois ou un an, elle a un peu de mal, mais tout de suite après, elle tourne et elle n'arrêtera quasiment plus. Elle n'arrêtera quasiment plus, et même à l'époque, la critique remarque déjà, elle joue quand même avec des grandes personnalités de théâtre, notamment André Lefort qui joue son papa dans le film, et ils disent, mais en fait, à côté, ils ont l'air fades, quoi. Enfin, c'est surtout la critique qui dit ça à l'époque. On se rend compte déjà que petite personnalité. Qui a l'air d'être son grand-père. Qui a l'air d'être son grand-père, mais André Lefort a toujours fait vieux. Donc là, Danielle, effectivement, va commencer sa carrière. Elle n'a pas forcément d'ambition, de grande ambition de comédienne. Mais elle en a jamais eu. Jamais eu. C'est vraiment pas une des rares, parce qu'elles sont quelques-unes comme ça, mais la carrière est très importante. Je crois qu'elle prenait le cinéma très au sérieux, mais pas sérieusement, quoi. Elle riait sans cesse, elle s'amusait. J'aime bien, moi, cette phrase qu'elle a dite dans plusieurs interviews. Elle dit, mais moi, la première fois que j'ai fait du cinéma, je me suis dit que c'était comme aller goûter chez des gens drôles. Et c'est vrai que c'est un peu, le mot d'ordre sur toute sa carrière. Et d'ailleurs, on exploite un peu ça, parce que dans toutes ces comédies des années 30,
qu'on lui fait tourner beaucoup, dont certaines sont très bien et d'autres sont un tout petit peu moins bien, on exploite ce côté fonceuse, rieuse, amusante, amusée. Elle va avoir un emploi un petit peu, effectivement, au voilà, début. et elle pourrait n'être cantonnée qu'à ça, si ce n'est qu'elle va rencontrer Henri Decoing. Juste après. Alors, juste avant, juste évoquer. Pardon. Il y a quelque chose. Non, il n'y a pas de problème, mais il y a quelque chose, moi, un film que je voudrais évoquer parce que c'est un de mes réalisateurs fétiches. Elle va quand même tourner un film qui s'appelle Mauvaise Graine, alors qu'elle est encore toute jeune, signé par, entre autres, co-signé par un jeune exilé de l'Allemagne nazie qui s'appelle Billy Wilder. Billy Wilder. Et donc, Mauvaise Graine, vous l'avez vu ce film? Oui, bien sûr. Alors, film qui. Alors, moi, j'en ai pas beaucoup de souvenirs, à part, j'ai des souvenirs assez étonnants pour un film des années 30, d'un film où la caméra était sur un camion, à l'extérieur, beaucoup d'extérieur. Voilà. Mais c'est un film qui n'est pas un chef-d'œuvre, disons-le, mais qui est très amusant parce que on voit déjà. Bien sûr, c'est facile à dire après. Peut-être que ceux qui l'ont vu en 34 ne pouvaient pas dire « Ah, Billy Wilder signera plus tard certains Lem Show ». Mais il y a un sens du gag, déjà, on le sent. Il y a le sens de l'ellipse aussi. Et puis le sens du mouvement, comme vous dites. Parce que cette caméra, comme il a visiblement... C'est pas un film... C'est un film un peu fauché. Ah oui, ça se voit. Ouais. Et donc, il invente des travelling, quoi. C'est-à-dire que on dit que Pagnol avait inventé en mettant la caméra sur des camions. Enfin, vous savez, Billy Wilder le fait déjà, quoi. Il met dans des voitures, etc. Ce qui fait parce que le seul film des années 30 auquel je pense à ce procédé, c'est Bonne chance de Guitry, qui l'année d'après va mettre la caméra dans la voiture en disant, voyez, c'est amusant. Là, on met la caméra dans la voiture. Ah bon, et c'est ça qu'ils font au cinéma. À part Guitry, dans ces années-là, oui, voilà. Je vois pas qui a fait ça. Et Billy, le cher Billy, le grand Billy, notre ami Billy, que j'adore, et il y a des films de lui, j'ai cité certains Lem Show, mais La vie privée de Sherlock Holmes, qu'est-ce que c'est magnifique. Avanti. Et Billy a ça déjà, il met des travelling, et Darieux est intéressante dans la mesure où on voit déjà que là, c'est plus tout à fait une ingénue, quoi. C'est-à-dire que c'est pas très loin de ses débuts. C'est 34, 17 ans, je pense. 34, là. 34, ouais. Elle a 17 ans. Elle a 17 ans, 7 ans, 34. Mais elle échappe déjà, c'est-à-dire que c'est pas la petite ingénue des tout premiers films. C'est quelqu'un qui, par exemple, qui se fait draguer par un vieux libidineux, mais qui sait très, 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 très bien lui résister, qui sait l'entourlouper, et puis après, elle téléphone en disant « Allez, vous allez venir voler la voiture de ce monsieur ». Enfin, voilà. Mais elle a un truc déjà, effectivement, dans ces rôles-là, et je pense à ce film qui a des qualités et a effectivement beaucoup de défauts, qui est Quel drôle de gosse de Léo Johannon, qui est écrit par Yves Mirandre, un dramaturge de l'époque, qui lui fait dire dans une réplique du film, il y a quelqu'un qui l'appelle mon petit, et elle tout de suite, mais je vous défends de m'appeler mon petit. Dans un film des années 30, une femme qui dit non, ne m'appelez pas mon petit, ça compte pas les rues. Elle a toujours eu ce truc toujours. De répondant. Mais alors c'est ça, je ne sais pas si on en parlera, mais on peut le dire déjà dès maintenant. Ce qui m'a frappé en écrivant ce livre, c'est que c'est pas... Il y a des actrices qui sont des protestataires. Après, non pas seulement dans les années 30, mais de nos jours, qui protestent, et c'est très bien. Elle s'est coulée dans le moule, mais elle faisait semblant en quelque sorte, et par ses rôles, le 3/4 du temps, elle minait le système, quoi. Mais avec un grand sourire, et mine de rien. Mais il y a des gens qui sont, en effet, je sais pas, Delphine Seyrig, par exemple. Delphine Seyrig, c'est la militante, et c'est très bien, c'est pas du tout une attaque. Mais là, c'est dans la vie, vous parlez. Alors. Mais dans la vie et dans ses films aussi, d'une certaine façon. Il y avait des choix un peu provocants chez Delphine Seyrig. Enfin, elle voulait tourner avec des réalisateurs militants. Darieux, pas du tout. Sauf qu'on s'aperçoit que, comme j'essaie de le dire dans le livre, à 17 ans, elle est ce qu'on appelle une fille-mère dans Club de femmes, ce qui n'était pas très, très, très bien vu à l'époque. Et elle le joue d'une façon absolument décontractée, comme si c'était tout à fait naturel. Il faut dire que Club de femmes est un petit bijou, si vous pouvez vous le procurer. C'est un film de Jacques Deval, qui n'est pas plus très connu aujourd'hui, où il y a aussi une des premières histoires d'amour de lesbiennes aussi, de l'histoire du cinéma. Sûr.
et qui concentre un peu tous les sujets. Donc Oui, il ne fallait pas tellement parler dans mais, les années mais 30, elle, dans c'est un très très joli marrant film. de voir à quel point il y a des scènes où avec son bébé et tout le monde est là. Ça pourrait être un film où on dirait la fille mère, la Scandaleux. pécheresse, pas du tout. Et elle s'en fout, etc. Et un peu plus tard, comme je dis toujours, elle jouera une dealeuse de drogue, un peu plus tard. Hein, mais qui dans le cinéma français a joué une dealeuse de drogue et Isabelle Huppert. Isabelle Huppert maintenant. Oui, Isabelle La daronne. Isabelle Huppert, oui, récemment, c'est vrai. Mais à l'époque, c'est quand même un c'est petit peu vrai, c'est rare. vrai. Et puis, je sais pas, dans un autre film, comme je dis toujours, elle joue une patronne de bordel lesbienne dans Les oiseaux vont mourir au Pérou. Non, je veux dire par là que, mine de rien, insidieusement, elle a toujours eu finalement des films, pas toujours, mais très souvent des films qui luttaient contre le système, mais contre cette espèce de bienséance et de bien-pensance, dans lequel nous croulons un peu aujourd'hui, petite parenthèse, mais sans le revendiquer. Oui, Et parce que toujours peut-être avec charme, comme elle ça. inspirait ça finalement aux créateurs, Oui. aux créatrices, c'est que justement peut-être son innocence, son visage, sa façon de faire, on se disait, elle, on peut lui faire passer des choses Exactement. assez violentes ou assez controversées, et avec son naturel, ça va passer. Mais elle devient un peu une égérie. C'est vraiment l'incarnation de la femme des années 30. Elle va faire beaucoup de films avant de rencontrer Henri Decoing, notamment des films musicaux. C'est pas tout à fait une opérette, c'est pas tout à fait une comédie musicale, mais elle va faire ça. Elle va beaucoup tourner avec Albert Préjean, qui était une très grosse star à cette époque-là, avec un autre qui était dans Mauvaise Graine, qu'on a beaucoup plus oublié, qui s'appelait Pierre Mingan, oui. qui chantait très bien, mais qui était un moins bon comédien quand même qu'Albert Préjean. Et puis, bien sûr, moi, je voudrais en venir quand même à ce film avec Henri Garat, qui s'appelle Un mauvais garçon, où là, c'est une jeune femme qui veut devenir avocate, qui vient de passer le barreau, et son père va absolument la marier. Et elle négocie, elle a une mère qui est ultra féministe, et donc elle dit, moi, je veux faire ça. Et son père lui dit, ok, tu as 1 an. Tu t'installes, tu fais ton truc, et si au bout d'1 an, tu n'as pas réussi, tu épouseras le garçon que je t'ai choisi. Et le film est complètement fou. Mais non, monsieur le juge, les preuves ne sont pas suffisantes. Mais maître, croyez-moi. Écoutez, pour bien vous préciser la situation, je vais vous relire mon petit travail. Mais vous me l'avez déjà lu. Mais ça ne fait rien, je ne suis pas après. 9e, rien ne prouve que ce soit vrai. 10e, tout porte à croire que c'est faux. 11e... N'insistez pas, je vous crois sur parole. Merci. Une seule chose importe. Que vous a dit le juge d'instruction? Mais la même chose que vous, monsieur le bâtonnier. Alors? 12e... Maître Serval désire vous parler. Ah non, je ne suis pas là, je ne veux pas la voir. Tenez. Donnez-lui son long-lieu. Et qu'elle me fiche la paix. La fin est... Bon, c'est un film des années 30, donc à la fin, le morceau se Je ne sais pas recolle. si on peut raconter toute l'histoire, mais ce qui est un peu difficile maintenant, avec nos yeux aujourd'hui, Effectivement. c'est que tout ça repose sur une machination, et la machination nous paraît un tout petit... Enfin, alors là, les mecs de l'histoire n'en sortent pas grandis, quoi. Non. Personne, ni même le jeune Henri premier, Garat, ni même Henri Garat, qui participe à ça. Mais c'est vrai que là, et en plus, le rythme est... Enfin, c'est une très, très jolie comédie. Mais ça fait partie de ces films du réalisateur Jean Boyer qui, avant les années 50, a fait des très bonnes comédies bien rythmées. Et après, il a fait des films avec Ray Ventura. Prends la route, je sais pas, ça existe, je crois, en DVD. Prends la route avec Pile, c'est abbé. Voyez ça, ceux qui nous écoutent, parce qu'il y a des idées à la Jacques Demy qui sont absolument étonnantes, quoi. Alors Jacques Demy, on va en reparler après, mais d'abord Dédé, comme on l'appelle, Daniel Darieux, va continuer d'enchaîner les films, et donc elle va faire, on l'a dit juste avant, une rencontre déterminante pour son début de carrière. C'est avec le réalisateur Henri Decoing, qui est, je crois, d'une vingtaine d'années son aîné, 27 ans son aîné. Ce sera son mari également, et ensemble ils vont faire des films marquants comme Mademoiselle ma mère, Abus de confiance, etc. Pierre. Oui, c'est ça. Alors c'est une longue... Enfin, ils ont tourné 7-8 films. C'est ça à peu près. Celui que moi je préfère de loin, c'est un film qui s'appelle, mais Lou le sait parce qu'on en a déjà parlé, c'est Battement de cœur, qui est un film absolument formidable d'Henri Decoing. Très beau film. Ouais. Qui synthétise un peu ce que vous disiez sur l'image de la jeune femme à qui on peut tout faire faire. Il y a une scène magnifique dans Battement de cœur où c'est une jeune femme qui est dans une école de voleurs et il s'entraîne à mentir. Et donc on la voit qui ment en regardant avec des yeux...
complètement amoureux presque le personnage d'André Luguet et c'est vrai que ça marche quoi. Bon, elle le surjoue un peu, mais il est parfait ce film. C'est un film d'une audace d'Henri Decoing, parce que Henri Decoing a été longtemps mésestimé. C'est un peu Bertrand Tavernier qui l'a, avant de mourir, remis un peu au goût du jour dans sa série Voyage à travers le cinéma français, où il en a fait un de ses cinéastes de chevet. Et par exemple, dans Battement de cœur, d'abord, ce qui est bien toujours avec Decoing, mais il l'a fait très souvent, pas toujours, mais souvent, c'est que sous l'intrigue généralement folle, amusante, délirante parfois, de comédie, il met toujours une réalité sociale. Par exemple, là, il montre, comme je dis dans les livres, un petit territoire perdu de la République, déjà, c'est-à-dire ce professeur, interprété par Saturnin Fabre, qui, en toute impunité, apprend à des jeunes, comme une sorte de grand frère de cité, des jeunes en qui quelque sont sorte, à la rue, mais de voler dans les métros. Donc, c'est un cours magistral de vol. Mais c'est très hallucinant quand on y pense. Enfin, maintenant, quel est le cinéaste qui oserait maintenant faire ça? Et puis, on voit pas le métro, mais on voit que dans les bus, dans les métros, ça chipe à tout va. Enfin, et ils s'entraînent avec des mannequins qui sont sur un manège. C'est très drôle. Et puis, il y a Saturnin Fabre qui fait de ce prof une silhouette. Dans les élèves, qui est très bien. Mais on va revenir, bien sûr, à Battement de cœur, parce qu'on va lui consacrer une petite place, quand même. À ce mais alors film. après, il y a d'autres films de Decoing qui sont... Avant de faire Battement de cœur, quand même, il y a, je crois, on peut parler, oui, effectivement, d'abus de conscience, de confiance, pardon, et de Ma langue à fourcher et Retour à l'aube, et Retour à l'aube, qui sont quand même des films où il va changer, on va dire, le personnage de Daniel Dario à l'écran, qui, pour le moment, était une faux folle rigolote, où là, il commence à y avoir quand même des instants plus dramatiques. Mais surtout, et où on commence à voir l'ampleur de la comédienne. Absolument. Et Retour à l'aube, moi, c'est un film que j'ai redécouvert. Je l'ai découvert il y a une vingtaine d'années. Et je l'ai revu 2-3 fois. Et c'est un film qui est, en apparence, comme ça, pas très important, mais il l'est. Parce que, d'abord, c'est un film sur Madame, c'est une sorte de petite Madame Bovary. C'est quelqu'un qui est... ça se passe en Hongrie, ça n'a rien à voir avec Flaubert, d'une certaine façon. Mais si, tout de même, parce que c'est quelqu'un qui... va découvrir en 24 heures la réalité du monde, va être blessé, va être humilié, et c'est fait avec une Dario absolument magnifique qui chante une magnifique chanson dans mon cœur, bien sûr. Et puis c'est là où, à mon avis, elle devient une star. Vous savez, à la fin du film, il y a des flics, elle est soupçonnée de vol, et puis les flics sont assez brutaux avec elle, ils la jettent par terre, etc. Et là, Henri Decoing a un plan absolument magnifique qui est la couverture de mon livre. C'est-à-dire que Darieux se retourne à un moment donné, elle est donc brisée, humiliée, et elle a ce regard que nous trouvons, enfin ceux qui ont... Elle est magnifique, avec ses yeux humides. Voilà, le livre vaut ce qu'il vaut, mais la couverture, achetez au moins le livre pour la couverture, oui, c'est ça. Ça c'est à vous de le dire, mais en tout cas... Et parce que voilà, elle se retourne, et je trouve que c'est un plan absolument magnifique, qu'il a appris à Hollywood, puisqu'ils ont fait un bref séjour à Hollywood, le temps que Daniel Dario tourne un film américain, très bien d'ailleurs, et qu'elle en ait marre et qu'elle dénonce son contrat et qu'elle revienne. Et ce plan-là est absolument super, parce qu'il y a une espèce de, comme je dis, de camailleux, de gris, et c'est passionnant, et c'est... Une épiphanie. Ça fait d'elle une star digne des stars américaines. Mais c'est vrai que vous évoquiez Hollywood, et avant qu'on embraye sur le premier passage éclair à Hollywood, il faut quand même dire que si les Américains se sont intéressés à Daniel Dario, c'est parce qu'elle a fait un film sur les conseils de son mari, qui s'appelle Majorling, d'Anatole Litvak, aux côtés de... Il y a des gens qui ont des obsessions, voilà, comme moi. Aux côtés donc de Charles Boyer, vraiment, il faut redécouvrir ce comédien. Non, mais voilà, un très dans la chambre de Lou, il faut savoir qu'il y a des posters d'Albert Préjean, de Charles Boyer, entre autres. Préjean aussi. J'adore Albert Préjean, c'est vraiment. Vrai Oui. Et Pierre Freinet. Et mon Pierre Blanchard. Pierre Blanchard, pardon, oui, c'est vrai, je confonds toujours. Bon, chacun ses petites options. C'est pas les mêmes posters. Lou, on va pas faire une psychanalyse. Non. Mais pas du tout de Robert De Niro, pas du tout de Pacino. Non. À côté de Charles Boyer, rien n'existe. Rien n'existe. Bon, chacun ses petites lubies, mais en tout cas, moi, quand j'ai découvert Daniel Dario un peu par Majorling, parce que je connaissais les Demoiselles, mais c'est vrai que c'est un film où même s'il y a plein d'incohérences historiques complètement aberrantes, le couple Dario-Boyer qu'on retrouvera dans Madame II beaucoup plus tard est
est absolument incroyable et ça a tapé dans l'œil des Américains qui connaissaient déjà Charles Boyer puisqu'il tournait déjà pas mal aux États-Unis. Il était presque plus célèbre aux États-Unis qu'en France. Et donc, ils vont partir. Daniel Darieux va partir avec son mari dans les bagages pour tourner donc Rage of Paris. La coqueluche de Paris, où elle s'entend pas très 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 bien là-bas. Enfin, sa famille lui manque. Et puis, mais le séjour très court va être plutôt bénéfique à Decoing parce que c'était un bon cinéaste. Et je crois qu'en fréquentant pendant quelques mois des Hawks, des Lubitsch, il va apprendre beaucoup de choses. La technique, le rythme surtout, et on va le voir très vite, donc dans Battement de cœur, évidemment, mais dans Retour à l'aube aussi, et ça, il le gardera, parce que Decoing n'a pas fait que des chefs-d'œuvre, c'était un type, son assistant, son assistant, qui deviendra un grand réalisateur aussi, qui s'appelle Michel Deville, disait que Decoing avait très peur de manquer, en quelque sorte. Donc, dès qu'il avait un projet qui finissait, il devait absolument en avoir un autre. Et donc, rien ne le paniquait plus que d'avoir 6 mois de liberté, parce qu'il avait été très, très, très pauvre, jeune, bref, voilà. Et donc, ça l'amenait quelquefois à accepter des projets un peu indignes de lui, qu'il bricolait un peu. Et puis, de temps à autre, il était inspiré, surtout quand il tournait avec Darieux, et pas toujours, parce qu'il y a un navet épouvantable qui s'appelle Bonnes à tuer, que vous ne trouverez pas dans le livre. Mais en tout cas, dans Retour à l'aube, dans Battement de cœur et dans La vérité sur Bébé Donge, qu'il tourne un peu plus tard, en 52, c'est une association magnifique. Alors, juste avant de revenir un petit peu sur son retour américain, justement, on va écouter Daniel Darieux qui parle rapidement de son passage aux États-Unis. Quand je suis arrivée là-bas et qu'on me parlait que de cinéma, il y avait des gens de cinéma, moi ça m'emmerdait profondément. Et un jour, je suis arrivée un matin très tôt, comme tout le monde, on commençait tôt, et je me regarde dans la glace, je dis oh merde, qu'est-ce que je suis moche aujourd'hui, dégueulasse et tout. Il y a le gars qui vient qui me dit il faut jamais dire ça, vous êtes un produit MGM en ce moment. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes moche et tarte et tout. C'est vrai, je vous jure. Il y avait Ava Gardner à côté qui était un peu bourrée déjà. Ah oui, déjà, oui. Qui était adorable. Elle était adorable, elle se marrait. Mais c'est incroyable. On entend son petit rire hein, qui est vraiment particulier à Daniel Darieux et qui est très drôle. Elle exhale là, encore là, une joie de vivre. Oui, c'est ça. Une malice dans les yeux, dans le rire. Tous ceux qui ont travaillé avec elle dans les dernières années disait que c'était un bonheur pour ça. Qu'elle n'avait jamais perdu, oui. Anne Fontaine, qui l'a fait tourner dans Nouvelle Chance, raconte que la première fois qu'elle la voit, elle est à Faune, et alors Darieux se barre, elle essaie de la faire parler. Mais qu'est-ce que vous dites ? Je ne t'entends pas très bien, je comprends. Il y avait toujours une espèce de gaieté, de bonheur. La politesse, parce qu'elle avait des soucis comme tout le monde, bien entendu, mais en fait, elle avait cette gaieté, cette indifférence... Feinte. Oui, feinte. Il a un côté simple, mais pas dans le mauvais sens du terme. Et là, l'extrait qu'on vient de passer, c'est un extrait d'une émission chez TDI. Ce soir ou jamais. Ce soir ou jamais, où étaient invités les fameuses Trois Glorieuses, à savoir Micheline Prel, Michel Morgan et Daniel Darieux. Oui. Et il faut savoir que Daniel Darieux, c'est la première des Trois Glorieuses, puisqu'elle débute en 31. Michel Morgan en 37 avec Gribouille, et c'est Micheline Prel, la petite dernière, en 38 avec Jeune fille en détresse, à qui on a déjà consacré une émission. Mais c'est vrai que on parle beaucoup du mythe Bardot dans les années 50, mais le mythe Darieux... Dédé avant Bébé, il y avait Dédé. Mais exactement, dans les années 30, moi j'ai retrouvé des photos de mon arrière-grand-mère à la campagne. Elle avait un poster. Elle avait une photo encadrée de Daniel Darieux. Elle se coiffait comme elle. Elle se faisait les mêmes robes parce qu'elle cousait elle-même ses propres robes. Et c'est ce que dit aussi Michel Morgan et ce que moi m'avait dit Micheline Prel. C'est qu'il y a un moment, quand elles ont vu Darieux au cinéma, elles se sont dit mais on veut toutes leur ressembler. Et on croisait dans la rue des Darieux. Oui, c'est ça. Comme à l'époque des années de Bardot, c'était la choucroute, les petites robes Vichy, etc., les ballerines, enfin tout ça. Et Darieux impose ça dans les années... Enfin, elle n'impose rien du tout, d'ailleurs. Mais tout le monde veut, en effet. C'est un phénomène. Je dis toujours que c'est...
pour ceux qui ne connaissent pas Darieux maintenant, je dis, mais voilà, si vous ne la connaissez pas, vous voyez qui est Mylène Farmer. Oui, bon, Mylène Farmer au cube, c'est Darieux à l'époque. C'était absolument ça, cette popularité. Et dans le livre, Mylène Farmer est moins bonne comédienne, je trouve. Mais après, bon, ça se discute. Dans les clips, elle est pas mal. Ah, bonjour Marcel. Bonjour. Il me semble que Darieux est meilleur. Mais enfin, voilà. On discutera de ça. Non, mais pas dans la popularité, c'était dingue. C'est une anecdote que Didier Decoing, le fils d'Henri Decoing, me raconte là dans le film. Donc, ils partent aux États-Unis. Il rentre quelques mois après et il raconte ça. Il n'y était pas, lui, mais c'est son père qui lui a raconté plusieurs fois. La foule attendait Gare Saint-Lazare, sous la pluie, la star qui, entre guillemets, avait refusé les charmes d'Hollywood et rentré à Paris, fermé les guillemets. Et alors, Decoing hisse sa jeune femme sur le haut du wagon et il raconte comment elle courait de wagon en wagon, mais poursuivie par une foule qui l'acclamait en tendant les mains, alors soit pour la toucher, soit pour l'empêcher de tomber, parce qu'elle courait de wagon en wagon. Et c'est une image, il dit, mais c'est énorme la popularité. Et toute la foule disait « Merci d'être revenu ». Mais ça elle n'a pas trop aimé d'ailleurs. Elle le disait, elle n'aimait pas trop. Ça va, forcément, c'est un peu effrayant. Là, on se dit, on va se faire manger par la foule. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'elle elle n'était pas toujours très aimable avec les journalistes. Mais elle avait eu le prix, on lui avait décerné le prix Citron. Alors, à plusieurs le fameux reprises. prix Citron, puisque donc il y avait le prix Orange pour, si j'ai bien compris, c'était les actrices ou les acteurs qui parlaient qui étaient le moins agréables avec la presse. Voilà, les plus agréables, c'était le prix Orange. Voilà, et les plus désagréables, c'était le prix Citron. Et elle a eu plusieurs fois le prix Citron, parce que les journalistes, elle n'aimait pas trop ça. Voilà. Alors parlez-nous un petit peu justement rapidement des Trois Glorieuses, parce que c'est vrai qu'il y a eu donc Darieux, Micheline Prel, Michel Morgan, c'est quand même trois destins, elles ont quand même des carrières similaires, parallèles, l'une remplaçait l'autre, enfin c'était... Ah, c'est très compliqué ça, parce que... Enfin c'est compliqué, non. Morgan a eu, après la grande popularité des années 30 de Darieux, c'est Morgan qui a pris le relais, et elle a eu jusque dans les années 60 une sorte de... Dans toutes les référendums de popularité, vous savez, qu'il y avait dans Ciné-Monde ou des revues comme ça, elle arrivait pratiquement en tête. Alors, il y avait des stars qui montaient, comme Bardot, comme Dany Robin à un moment donné, etc. Mais Morgan restait. Darieux était un petit peu en dessous, et Prel tout petit peu en dessous aussi, mais... Elle a réussi en plus sa carrière américaine finalement, Morgan. Non. Contrairement aux autres, non. Non, personne n'a réussi. Non, je vais vous dire, personne n'a réussi de carrière américaine chez les femmes. Chez les femmes, c'est... Chez les hommes, oui. Maurice femmes, Chevalier, Charles Boyer, notamment, Louis Jourdan. Ouais. Chez les femmes, je ne vois pas. Non, Morgan a tourné 4 films, mais tous plus mauvais que les uns que les autres. Ce qui est un peu terrible avec c'est déjà mieux que les autres. Ce qui est un peu terrible avec les films de Morgan, c'est qu'il y avait moyen que. C'est-à-dire qu'il y a Passage to Marseille avec Humphrey Bogart, qui est une espèce de... Alors, Casablanca, ça a marché, on va faire un deuxième, et ça ne marche pas. Et il y a un film avec Frank Sinatra, qui est absolument terrible, où Michel Morgan raconte, comme j'avais pas assez de poitrine, au fur et à mesure du film, il me rajoutait des trucs. Et donc, plus le film avance, plus j'ai une poitrine qui grossit. Et c'est vrai, quand on voit le film, il y a des scènes où on se dit, putain... j'ai pas... Mais elle est formidable, parce qu'elle donne envie de revoir des films. Parce que, après, je vais pas être très populaire, mais Michel Morgan, c'est pas du tout une actrice de la qualité de Darieux. Alors, elle est jamais marrante. J'allais y venir. Elle n'est pas excellente, elle n'a pas un charisme de malade. Même dans les années 60, elle continue à avoir... On tourne des films avec elle, je sais pas, Constance aux Enfers... Un miroir à deux faces. Le miroir à deux faces, où elle est bien d'ailleurs. Où elle joue son jeune amant, Les Pas Perdus. Enfin, elle continue. Darieux est un peu en retrait, elle joue des seconds rôles à ce moment-là. Après, elle un petit peu aussi. Si ce n'est que moi, en écrivant ce livre, je me suis aperçu que les films les plus intéressants, c'est quand même Darieux qui les a. Sauf qu'à ce moment-là, elle est plutôt dans sa période audace, comme j'ai dit au début de l'émission, et qu'elle tourne avec des gens... elle tourne Le Coup de grâce de Jean Quérol, qui marche pas du tout. Elle tourne 24 heures de la vie d'une femme de Dominique Delouche, et puis Divine, toujours avec Delouche, qui marche pas. Elle tourne Le Dimanche de la vie, qui est un petit bijou, mais qui marche pas, de Jean Herman.
le futur romancier Jean Vautrin. Donc elle fait des essais, mais c'est Morgan qui... si ce n'est que, a posteriori, Darieux a quand même plus d'intérêt dans les films, précisément comme j'ai essayé de vous dire, en choisissant des films qui finalement sont plus intéressants que les autres, même s'ils n'ont pas marché, et en minant le système que Morgan, elle, ne mine pas du tout. Après, je pense que la vraie différence, et je ne veux pas les départager toutes les trois parce que je les aime beaucoup. Si, allez-y. Bon, à part Michel Morgan, ou vraiment, à part être le sosie de ma grand-mère, bon, bref, c'est une autre histoire. Sosie de ta grand-mère, qui s'habillait comme Darieux. La fille de celle qui s'habillait comme Darieux. Ah oui, d'accord. J'ai une histoire familiale très compliquée. Non, mais c'est vrai qu'à la différence de Prel ou de Darieux, Morgan n'a pas vraiment accepté de second rôle. Tandis que Darieux et Prel avaient ça en tête. C'est qu'à un moment, il faut qu'on passe au second rôle, il faut qu'on se démarque par des seconds rôles. Et c'est pour ça qu'elles ont pu continuer leur carrière. Mais bon, on va y revenir. Et surtout, elles avaient un intérêt pour l'avant-garde, pour le cinéma à côté, pour le cinéma un peu marginal. Prel surtout. Oui, surtout Prel. Surtout qui a accepté, comme disait sa fille... Des trucs bizarres. Elle acceptait de se lever à 5h du matin, de partir avec un réalisateur inconnu à 50 km de Paris pour tourner 3 scènes. Prel était une vraie cinéphile. Oui, puis elle était à l'initiative des fois de projets aussi. Prel. Elle était en recherche. Voilà. Darieux, moins. Mais Darieux, les seconds rôles dont vous parlez, c'est exact. Par exemple, moi, je sais pas, dans un très mauvais film qu'on peut difficilement voir, mais dont j'ai vaguement évoqué tout à l'heure, qui s'appelle « Les oiseaux vont mourir au Pérou ». Très beau titre. Et très belle nouvelle de Romain Gary. Qui s'est fait piétiner en étant adapté. Oui. Mais c'est un film qui est un peu loupé. Mais le personnage de Darieux, second rôle, patronne de bordel dans un Pérou totalement imaginaire, qui drague Jean Seberg et qui a cette réplique quand même formidable, qui mériterait de rester dans l'histoire. Elle dit à un moment donné, en parlant des hommes, tu sais, les hommes viennent là pour faire pchit, ils font pchit, et ils s'en vont. Ah, ça c'est bon. Mais avant de sortir quand même ces répliques bien senties, on en était à on raccroche les wagons à notre... On se perd, mais avec bonheur. Oui, on raccroche les wagons, puisqu'on parlait de battement de cœur il y a pas plus tard qu'il y a 5 minutes. Et on va écouter un petit bout. Petit extrait, parce qu'on va en parler, c'est le film favori de tout le monde, donc écoutons un petit extrait. Enfin, voilà. Comment trouvez-vous? Charmant. Vous savez, on prend vraiment pour une jeune fille du grand monde. Oui, bah, tant mieux, c'est ce qu'il faut. Je pense que tout est beau. J'ai l'impression de vivre un rêve. Et encore dans mes rêves, c'était moins chic. Vous voyez ce monsieur là-bas? En dansant, vous lui retirerez discrètement sa montre. Hein? C'est un vol? Ça alors, j'aurais jamais cru ça de vous. Un ambassadeur? Vous n'avez pas honte? Je vous présente monsieur Pierre Rougemont, un jeune diplomate de très grand avenir. Donc là, on voit effectivement la découverte d'Anne Darieux. Elle va avoir un rôle, elle va être embrigadée pour voler un jeune diplomate. C'est voilà, ça, c'est toujours grâce au prof dont on parlait tout à l'heure. Et là, on voit tout de suite, on voit d'abord la rapidité. La rapidité de ce qui n'était pas tellement le cas à l'époque et qui reste tout à fait moderne. Quand vous passez Battement de cœur à des jeunes qui acceptent de le voir parce que « Ah non, je veux pas, c'est un film en noir et blanc. Ah non, je veux alors pas, qu'après, parce que c'est un film des années 30. » Alors qu'après, ils sont super contents quand le film est fini. Mais même eux disent « Ah oui, elle, quand même, on dirait, alors après chacun ses références, etc. Mais elle n'est pas ridicule, elle n'est pas grotesque, elle est totalement moderne et actuelle. Oui, ça va vite. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on voit à la fois la gouaille légère, comme je dis. C'est pas du tout la gouaille d'Arletty. Non. C'est une Parisienne, c'est-à-dire qu'elle n'est pas forcément popu, mais elle peut aussi. Elle peut. Voilà. Ouais, et elle en joue. Il y a cette réplique où ils sont dans le taxi et elle fait « Oh là là, est-ce que j'ai mal au nougat ?» J'ai vraiment mal au nougat. Dans mon monde, les pieds, on appelle ça des nougats. Et donc elle fait exprès. Voilà. Et elle accentue juste le côté gouaille, mais pas, elle ne s'y complaît pas, comme Arletty qui en avait fait magnifiquement d'ailleurs son arme numéro. Et voilà, et toute la richesse du jeu de Darieux, c'est là, c'est très bref et on le voit tout de suite. Et c'est un immense succès, Battement de cœur. Battement de cœur. Et alors, le film qui va suivre, Premier rendez-vous, encore plus, que je trouve un tout petit peu moins bon. Ouais. Mais parce que cette star... il faut dire qu'à l'époque, pas de télé, radio, oui, mais c'est pas la même chose. On l'écoute chanter, mais c'est donc... Et puis un détail, c'est aussi la guerre qui a commencé. Pardon ?
C'est la guerre qui a commencé. Et aussi. avec la guerre Parce que qui a commencé avec quand ce fameux... Batman de Cœur sort sur les écrans, la guerre arrive et d'ailleurs Batman de Cœur restera quasiment à l'affiche pendant toute la durée de l'occupation. Et Premier Rendez-vous Et quand, aussi. quand Premier Rendez-vous sort, ça fait 53 semaines que Batman de Cœur est en exclusivité à Paris. Donc vraiment, il y a une espèce de flot Daniel Darieux et elle se retrouve donc à tourner Premier Rendez-vous avec un peu la même équipe que de Batman de Cœur. C'est un peu une copie conforme, quoi. C'est pas la suite, mais... Pas tout à fait conforme, parce que justement, dans Batman de Cœur, c'est le diamant, et autour, il y a les petites émeraudes, c'est les seconds rôles, et il n'y a pas un tel florilège dans Premier Rendez-vous. Non. Là, on peut citer André Luguet, Claude Dauphin, on a Saturnin Fabre, Julien Carrette, Jean Tissier. Ouais. Enfin, c'est la folie. Jean Tissier, mon nouvel idole, oui. Ouais. Et c'est vrai qu'après, on dirait que Premier Rendez-vous, c'est pas mal, mais il y a un peu moins de soin. Il y a moins de perfection. Pierre Tchernia disait que ce Batman de Cœur était son film préféré, et on sait que Pierre Tchernia ne peut pas dire des bêtises. Non, déjà. alors non, il avait une vraie tendresse pour les films et qu'il en connaissait beaucoup, mais que celui-là avait sa tendresse particulière. Comme on l'a tous dit, c'est vraiment Batman de Cœur est un chef-d'œuvre. Alors, je l'ai classé, Absolument. moi, dans ses chefs-d'œuvre. Absolument. En plus, elle a un rôle qui lui va mieux, c'est-à-dire quelqu'un qui se révolte. Par exemple, lorsqu'on la force à un mariage blanc, etc., elle a devant le maire, non. Ouais. Oh, Et le maire la remercie d'ailleurs. Et la maire la remercie. Bravo. Non, tandis que dans Premier Rendez-vous, elle est plus c'est un emploi plus conventionnel. C'est quelqu'un qui rêve du prince charmant et qui de temps à autre, dans une séquence, remet à leur place les élèves snobs de Fernand Ledoux en leur disant « Vous n'avez pas honte, vous êtes des enfants gâtés ». Donc, elle garde ce côté un peu insolent. Mais beaucoup moins que dans Batman de Cœur. Oui, mais c'est vrai que Premier Rendez-vous est effectivement, on sent que vraiment le maximum, l'acmé, c'est vraiment Batman de Cœur. Après, Premier Rendez-vous a une particularité qui, moi, m'amuse beaucoup, enfin toujours en tout cas dans les films de l'occupation, puisque c'est un film qui a été tourné à la Continental Film. Je vous renvoie une fois de plus au merveilleux ouvrage de Christine Leteux qui décortique tout ça. Formidable. Et en fait, Premier Rendez-vous, Darieux, quand elle signe pour la Continentale, elle vient de divorcer de Decoing, il lui propose un film. Il a un scénario qui est signé par Max Colpé, qui était juif. Donc du coup, Decoing dit, c'est pas grave, c'est moi qui vais le signer et je reverserai l'argent à Colpé. Et puis il l'a fait. Et ça le faisait. Et en plus, il disait, c'est Michel Durand, le dialoguiste du film, qui disait, ça le faisait tellement rigoler que les Allemands tournent un scénario. À la Barbéonné des voilà, Allemands. donc là, ça le faisait vraiment marrer. Et donc du coup, elle rentre à la Continentale, elle fait, bon bah ok, je suis Decoing. Il m'a toujours aidé à faire des bons choix, il m'a toujours conseillé quand j'avais besoin. Hop, c'est parti. Le problème, c'est qu'à la Libération, on a beau expliquer à tout le monde que la Continentale, il y avait des techniciens juifs qui s'y cachaient. Il y avait Jean-Paul Le Chanois. Il y avait Jean-Paul Le Chanois. Oui, bien sûr. La Continentale, c'est... Juif et résistant. Juif et résistant. C'est très particulier comme société de production. Non, mais il y a la fameuse histoire, enfin, on peut l'évoquer très vite, parce que récemment, j'en ai encore parlé, de voyage à Berlin qui lui a fait le plus grand tort, forcément, et qu'elle n'aurait jamais dû accepter, évidemment, que ce soit clair, net et précis. Mais non, bien sûr qu'elle n'aurait pas dû. Elle n'aurait pas dû, mais on ne savait pas quelles étaient les conséquences de la guerre. Elle avait quand même son amoureux qui était incarcéré, etc. On écoute un petit extrait, justement, par rapport à ça. Le monsieur qui dirigeait la Continentale, là où on tournait des films pendant l'occupation, m'a dit un jour, on a organisé un voyage en Allemagne, des acteurs français qui vont faire un tour dans les villes d'Allemagne et tout ça. On commence par Berlin. Alors j'ai dit, moi je viens faire Berlin à condition que j'aille voir mon fiancé, c'est tout. Et bien ils ont accepté. Sous le signe de l'art, des vedettes de l'écran s'apprêtent à partir pour l'Allemagne. À la gare de l'Est, on reconnaît Albert Préjean, Daniel Darieux. Tiens, Albert Préjean. Albert Préjean. Non, alors, je tiens à dire que dans le lot, il y avait d'autres personnalités, comme Viviane Romance, à qui on avait dit « Mais tiens, toi, ta grand-mère, elle serait pas polonaise ?» C'est louche. Chacun a été un peu menacé de quelque chose. Sauf une. Suzy Delair. Suzy Delair y allait pour la beauté du régime d'année. Il faut dire, malgré tout l'amour que je porte à Suzy Delair. En effet, parce que vraiment, il y a eu un livre encore récent dans lequel... j'ai pas très franchement voulu le lire, parce que faire une anecdote... Alors que dans le barman du Ritz. Oui. Mais sur elle a dîné avec Goebbels, elle n'a pas dîné avec Goebbels, c'est complètement crétin. Enfin, je veux dire, elle est allée présenter. Mais encore une fois,
il ne faut pas en faire une grande résistante, ce serait grotesque de le dire. D'ailleurs, elle s'est jamais dit résistante, je crois pas. Non, mais elle l'a joué dans Marie Octobre. Elle a joué dans Marie Octobre. C'est un très bon film d'ailleurs. Et dans un téléfilm d'Étienne Perrier aussi, que reste-t-il, je crois, 3 points de suspension, qui est plutôt pas mal. Mais tout ça pour dire que, voilà, Christine Leteux le dit, d'abord elle a été contrainte et forcée parce qu'on a menacé sa famille, et puis deuxièmement, elle est partie, elle a présenté le premier rendez-vous à Berlin, et le lendemain, elle est allée délivrer son Porfirio Rubirosa aux talents multiples et variés et surtout cachés. Et puis elle l'a ramené, elle l'a épousé et ils ont vécu en résidence surveillée jusqu'en 1945. Elle n'a plus tourné. Dans le livre de Christine Leteux, d'ailleurs, on voit, il y a André Caillat, le cinéaste qui est encore débutant, mais presque, qui vient la supplier de tourner Au bonheur des dames. Et ben elle dit non, non, non et non. Et c'est Blanchette Brunois, je crois que voilà. Autrement dit, en faire une collaboratrice parce qu'elle a pris ce train qu'elle n'aurait pas dû prendre, on est bien d'accord, mais j'aimerais bien savoir que ceux qui jettent toujours des pierres feraient si demain, ce qu'à Dieu ne plaise, nous soyons encore en situation comme ça, et si brusquement toute la famille est menacée et qu'on force les gens... Je sais pas, moi je me suis toujours posé la question, vraiment très franchement, bien sûr, et puis surtout si j'avais été là, qu'est-ce que j'aurais fait ? Est-ce que j'aurais héroïquement résisté ? Est-ce que je serais allé rejoindre à Londres ou dans une autre capitale quelqu'un qui voulait? J'espère que oui, mais je suis pas sûr. Mais c'est pour ça que la Continentale, moi, je préfère toujours faire un petit topo parce que ça m'arrive, et même nos confrères de France 3 font des choses magnifiques, mais souvent dans des documentaires sur un truc que j'ai vu encore sur Joséphine Baker où ils disent « Et contrairement à d'autres, elle n'a pas travaillé pour les Allemands, la Continentale. » Oui, donc, c'est pas si simple. Je pense qu'il faut faire une petite mise au point, et j'avais entendu... Oui, il y avait des gens qui crevaient la dalle quand même. Enfin, je veux dire, oui, ils n'étaient pas alimentés du tout. Et après, et quand même, bon, ça c'est toujours le revers de la médaille avec la Continentale. C'est peut-être une des périodes les plus prolifiques. Il y a eu des films absolument sublimes. Oui, bien sûr. Oui. On pense, mais en plus, Bertrand Le Corbeau, Tavernier... l'assassinat du Père Noël, Les Mains du Diable. Enfin, c'est quand même des très grands films. Mais comme on le disait précédemment, c'est vrai que du coup, Daniel Darieux, après, va faire donc 2 films encore, La Continentale, La Fausse Maîtresse et Caprice. Qui est pas mal. La Fausse Maîtresse, c'est sympa. Qui est sympa. Mais le truc, c'est qu'après, à partir de 42, elle s'en va avec son Porfirio Rubirosa. Et elle tourne plus. Elle vit très heureuse, j'en sais rien, avec son Porfirio. Mais pendant 4 ans. Au talent caché, j'insiste. Qu'est-ce que vous voulez dire par les talents cachés? C'était un playboy. Une virilité exacerbée, mon cher ami. Puisque les Parisiens disaient pas le poivrier, ils disaient passez-moi le Rubirosa. Vous savez, le poivrier. Oh là là, elle est bonne celle-là. Mais donc du coup, après cette très bonne blague, la poutre de Berlin. Daniel Darieux donc ne va pas tourner pendant 4 ans, et comme une autre grande star du Front populaire, quand elle revient sur les écrans. En 1946, les films dont on parlait, Battement de cœur et Premier rendez-vous, sont passés en boucle. Mais du coup, Daniel Darieux n'est plus la jeune première qu'on connaissait avant la guerre. Tout comme le Gabin qui revient après la guerre n'est plus un beau jeune homme blond, mais un monsieur aux cheveux blancs. Et donc, ça va être très dur pour eux de pouvoir se remettre le pied à l'étrier. C'est une période où elle va faire des films malheureusement pas très bons, et un qui va quand même la faire sortir du lot. Voilà, c'est Autant Lara et Occupe-toi d'Amélie, qui est un pur chef-d'œuvre. Mais vraiment extraordinaire. Qui est magnifique, qui est d'une invention. Et je raconte dans le livre cette anecdote que m'avait dite le critique Alain Rioux, qui est un grand ami. Parce que le film a été longtemps invisible, parce que interdit par les héritiers féodaux. En fait, il y avait des arguties, des histoires de droit, mais mais très compliquées. Et donc, il était interdit de diffuser Occupe-toi d'Amélie d'Autant Lara pendant jusque dans les années 80, 90. C'était et donc il y avait des productions clandestines sous le manteau. Sous le manteau. Et donc Alain Rioux raconte qu'il y avait donc Jean Orange, l'un des 2 scénaristes, Orange Bost, qui était là et qui voit le film 40 ans après, juste avant de mourir, et qui se lève dans la salle en disant « Mais c'est un chef-d'œuvre !» Et c'est un chef-d'œuvre, parce que c'est vraiment... Et elle est magnifique dedans, et c'est ça qui va la remettre en scène, en quelque sorte. Et ça annonce à la fois Monkey Witch, tout de suite après, et évidemment son grand réalisateur, Max Ophüls. Mais avant Ophüls, elle a quand même eu des propositions d'un metteur en scène non moins célèbre de cette époque-là. Ah oui, on va écouter ça.
Mais tu sais, moi j'ai refusé des films à Clouseau, j'ai refusé un film et moi aussi, oui. Parce que Clouseau, on avait dit qu'il giflait toutes ces actrices. Non, mais il les giflait pas toutes. Alors, moi je me suis dit... Il giflait pas toutes. Moi, et puis, si il me gifle, je lui rentre dedans, je lui casse la gueule. Mais ça lui est arrivé, ça d'ailleurs, qu'on lui rentre dedans, Anne Vernon, je sais, c'est ce qui est arrivé. Mais quelle horreur, moi j'aurais pas Elle lui est voulu. rentrée dedans, mais bien sûr. Ah bah oui. Il n'y a pas de problème. Non, moi j'aime bien être gentil, bien avec les gens avec qui je travaille. Donc elle a refusé Clouseau. On entend je crois que Micheline c'était Manon. Oui, mais alors pour avoir vu pour avoir vu des rushs de Manon au moment de l'expo Clouseau, il y avait une séquence où on voyait, je sais plus comment s'appelait, la jeune comédienne qui passait un bout d'essai et elle devait pleurer. Et je me souviens d'avoir vu ça dans l'expo. Il y a Clouseau qui passe, qui lui met une énorme baigne, qui retire sa pipe de sa bouche, il la tient dans une main, il lui met une énorme baigne, il reprend sa pipe, il sort du champ et la fille est décomposée. Et j'adore Clouseau. C'était une brute, hein, oui. Non. Moi aussi j'adore, mais c'est une brute. Orfèvres, mais tout le monde s'est Et il y en a une qui l'a couché noir sur blanc sur le papier dans ses mémoires que peu de gens ont lu, c'est Ginette Leclerc. Oui, ça s'est pris une bonne giflasse sur le tournage de Corbeau. Et alors les deux, très, très étonnamment, Ginette Leclerc et Brigitte Bardot, qui sont pas quand même des lumières, qui ont toutes les deux dit c'est pas parce qu'il m'a giflé que j'ai eu un bon rôle et que j'ai été bonne. Donc... Après, oui, Bardot les deux ont dit ça. Mais Bardot l'a giflé, Bardot lui a rendu sa gifle. Oui, dans la vérité, elle lui a... Mais n'empêche que Bardot n'a jamais été aussi bien. Elle lui a rendu, quoi. Il n'y a pas eu de réflexion. Mais c'est vrai que sur le plateau, il disait que ça avait rétabli un peu les rapports de force entre la star et le réalisateur. Mais heureusement, elle va tomber là où on voulait en venir quand même. Sur le réalisateur qui va finir de la starifier, qui est un peu le réalisateur de chevet, je pense, de beaucoup d'entre nous ici, qui est Max Ophuls, qui va la sublimer. Oui, c'est une rencontre, comme je dis, c'est une rencontre comme il en existe quelquefois dans le cinéma, et enfin souvent, heureusement, je sais pas, Vitti, Monica Vitti avec Antonioni, Rolands avec Cassavetes, et là c'est pareil, c'est-à-dire qu'en plus, ils ne tourneront que 3 fois ensemble, mais ils avaient des tas de projets, et même de production. Ils devaient s'associer comme production pour tourner des films. Ils devaient retourner un film d'après Louise de Villemorin. Ils devaient tourner Bertha Garland d'après Schnitzler. Ils devaient faire d'elle 24 heures la vie d'une femme, qu'elle tournera plus tard avec sous la direction de Dominique Delouche. Enfin, dès qu'ils la voient, comme je dis, ils ne voient qu'elle. Balzac aussi, je crois qu'il y avait le Lys dans la vallée qui était dans l'air. Et c'est vrai qu'il lui donne 3 rôles. Une bourgeoise dans La Ronde, une prostituée dans Le Plaisir et une aristocrate dans Madame II, qui sont 3 reflets d'une même femme en quelque sorte. Et c'est vrai que le travail entre eux est magnifique, c'est un travail qu'il faut observer. Madame II, c'est quelque chose, un film que l'on peut voir... sans cesse, on y trouve toujours un détail qu'on n'avait pas remarqué ou une intonation. C'est un film musical, on dirait que Mozart est aux manettes, quoi. Enfin, et il y a une osmose entre eux qui est absolument inexplicable, que personne n'a réussi à expliquer. Certainement pas Ophuls, parce il a été peu interviewé de son vivant. Et elle non plus, parce qu'elle disait toujours, il me disait des choses, il m'entraînait dans un coin il me racontait des choses. Des petites histoires, je ne savais pas trop comment ça allait me servir. Voilà, et puis brusquement, je ne sais pas pourquoi, et lui non plus, il me mettait dans l'état dans lequel je devais être pour tourner cette séquence. Et c'est la plus belle explication, ou non-explication, qui existe des rapports entre un metteur en scène et une comédienne. Lui a écrit quelque chose sur l'intention qu'il voulait donner à Madame II, et c'est très intéressant, il disait, il faut que vous soyez légère, presque que vous incarniez le vide. Le vide, et pas de manière tellement sympathique, et que peu à peu, la profondeur vous gagne, que vous gagnez la sympathique. C'est ça. Et donc, c'est très dur quand même. C'est très dur parce que vous imaginez quelqu'un qui était quand même très star à l'époque et puis il dit il faudrait que vous incarniez le vide, mais pas que vous le remplissiez, que vous l'incarniez vraiment. Alors elle dit, mais le vide, oui, il faudrait que votre personnage soit le plus vain, le plus superficiel, le plus inintéressant possible, mais il faudra faire ça de sorte à ce que tous les spectateurs soient émus par vous, amoureux de vous, quoi, en quelque sorte, et c'est très compliqué. Et le miracle, c'est que dès la première séquence du film où elle, comme ça, ce travelling, là, où elle marche en comptant ses bijoux, puisque elle joue une mondaine, coquette, richissime, qui vend des bijoux pour éponger des dettes. Et elle est là, il y a une musique qui la suit. Une musique devant Paris, magnifique. Et en plus, comme faisait observer, je crois, Bertrand Tavernier,
il y a une voix off qui est la sienne. Donc c'est une voix de l'inconscient en quelque sorte, puisque c'est pas, elle chantonne pas sur l'écran, mais c'est la voix de Madame 2 qu'on entend. Ouais. Donc c'est son état d'âme qu'on entend déjà dans le film en quelque sorte. Et puis elle est là. Et puis c'est vrai qu'elle incarne une mondaine absolument vaine. Enfin, elle est là en disant « Ah non, je ne vais pas vendre cette fourrure. Ah non, je ne vais pas me séparer de ce bijou. Ah non, je vais... » Et on se dit « Mais qu'est-ce que c'est que... Pardon, mais que cette conne, quoi. » Enfin, matérialiste, égoïste, qui pense qu'à sa pomme. De tout. Et il se trouve que très très vite, on est profondément ému par cette espèce de mondaine et que évidemment, tout le sujet du film, c'est que cet être superficiel, absolument inintéressant, va, grâce à des boucles d'oreilles qu'elle vend, donc elle n'y tient pas tant que ça, et qui lui reviennent offertes par un homme dont elle va s'éprendre, cette mondaine absolument inintéressante va découvrir la vérité de la vie, la vérité des êtres, la vérité de la passion, et ça va la conduire au pire. Et c'est un des plus beaux sujets du monde. Parce que c'est vrai que moi, je l'ai fait découvrir à quelques personnes, ce film, et la première vision, ils disent « Oui, mais enfin, c'est une mondaine. » Moi, j'ai eu cette réaction plusieurs fois. Ouais. Une mondaine, quel intérêt, quoi. Enfin, oui, on s'en fout. Oui. Et 48 heures après, c'est un film qui trotte, vous savez, dans l'esprit, et ils disent « Oui, mais c'est tout à fait autre chose. » Voilà. Et c'est ce tout à fait autre chose qui rend le film absolument sublime, quoi. Enfin, c'est un film qui est un des plus beaux du monde. Plutôt que de me séparer de cette rivière, je préférerais me jeter à l'eau. Non, ma croix. Ma croix, oh non, je l'adore. Évidemment, c'est ceux-là que j'aime le moins. Oh. Après tout, ils sont à moi, j'ai bien le droit d'en faire ce que je veux. Dans un portrait plus moderne et plus presque féministe, il y a la vérité sur Bébé Donge. Oui, et en plus ça va marquer parce que autrement dit, elle n'est pas que dans... Pardon. Non, pas du tout. Qu'en costume, bien sûr. Et c'est un film Vous avez noir. raison. Et c'est un film noir. Et c'est Simenon. Et je dirais que c'est Simenon qui est très à la mode, justement, dans ces années-là. Oui, avant aussi, mais là... Decoing en fait vraiment presque un portrait féministe. Oui, absolument. C'est pas un vrai portrait féministe, parce qu'elle s'intéresse plus à soi, enfin, à son malheur, qu'à celui de des autres femmes, si vous voulez. Non, pour moi, c'est un revenge movie. Quelque part. Aussi. Mais même, malgré tout, c'est un film avec Micheline Prel dans L'amour d'une femme de Grémillon. C'est vraiment un film, féministe. Parce qu'on a rarement vu une femme aussi trompée au sens propre par Gabin dans le film, mais trompée par ce qu'on lui a promis et qui n'est pas arrivé. Elle entre dans une prison. Dans Bébé Donge. Bébé Donge. Ouais. Elle entre dans une prison et elle ne sait pas comment s'en sortir. Et la seule issue possible, c'est cet arsenic qu'elle verse. Et justement, dans ce film qui est très beau, elle a un autre registre où elle est plus sombre, plus ambiguë. C'est la mort. Ah oui, quand on la voit à chaque fois dans l'entrée de l'hôpital. Il y a deux morts, c'est Maria Cazares dans Orphée et Dario dans cette époque-là. Et Dario dans Bébé Donge. Il y a quelques films comme ça qui, notamment dans l'affaire Cicéron, aussi, elle va être quelqu'un de... Elle est géniale. Elle est incroyable. Face à James Mason, ouais. Elle est machiavélique aussi. Mais lui aussi. Oui, c'est vrai. Oui, les deux sont pas sauvés. Mais ce qui est génial dans l'affaire Cicéron, c'est que c'est Mankiewicz, c'est-à-dire qu'il peint dans le film des gens qui ourdissent des pièges et qui en sont victimes. Donc il y a toujours une ironie. C'est une des fins les plus marrantes. Oui, c'est avec ce rire de James Mason qui éclate de rire sur la vie, sur lui-même, sur la dérision de tout ça. Et c'est Mankiewicz. Mais voilà, donc voilà, finalement, c'est là ce que je vous disais au début, c'est qu'on voit que dans une carrière... Et Morgan n'a pas ça, et peut-être même Micheline Prel ne l'a pas. Et vraiment, j'ai une grande tendresse pour Micheline Prel, mais il n'y a pas
ce qu'il y a chez Darieux, c'est-à-dire battement de cœur d'un côté, La vérité sur Bébé Donge de l'autre, pour finir dans Une chambre en ville de Jacques Demy bien des années après, où il y a toujours cette espèce d'entre-deux, d'insolence, de dérision, de système. Voilà, encore une fois, elle joue une patronne de bordel lesbienne, elle joue une mère alcoolique insatisfaite, elle joue toujours elle est un peu contre toutes les règles. Finalement, on s'aperçoit Darieux, ce que ne sont pas peut-être ses consoeurs aussi célèbres et aussi douées qu'elle. Mais peut-être que dans une génération juste après, pour moi, il y en aurait une assez rebelle comme ça, mais dans un autre style, ce serait Annie Girardot, qui avait une grande sensibilité, très bonne dans la comédie aussi. C'est vrai. Et avec un grand sens dramatique et en même temps, jamais dans la conformité. Contrairement à Morgan qui est quand même... C'est vrai, mais la seule petite chose, et encore une fois, c'est pas du tout... Mais je vois pas Girardot dans Madame 2. Non. Non, c'est vrai. À cause des cheveux. Non, à cause d'elle. Je la vois dans Battement de cœur, par exemple. Ah oui, elle aurait été... Mais elle a eu les cheveux longs. Mais c'est vrai que Daniel Darieux, on a déjà pas mal évoqué ça en digressant dans les dernières 10 minutes. C'est quelqu'un qui, effectivement, a su à un moment prendre le parti de dire ok, maintenant je serai un second rôle, mais je vais être un second rôle qui va briller. Et déjà, il y a une nouvelle génération de cinéastes qui sont en admiration de elle. Vous avez évoqué Une chambre en ville, mais le dernier grand film avant Ozon qui va lui redonner son vraiment dernier très très beau rôle, c'est évidemment Les Demoiselles de Rochefort, qui va permettre à une nouvelle génération de se dire ah mais on a Daniel Darieux. Bon, après pour moi ça correspond à la période où malheureusement Daniel Darieux a connu un drame, des problèmes capillaires. Je ne sais pas pourquoi il y a plein d'actrices de cette époque-là. Ses cheveux sont terribles. Qui, à partir des années 60... Vilain brushing. Vilain brushing. À part dans Les Demoiselles de Rochefort et dans Marie Octobre, où elle s'en sort encore pas mal. Non, ça va déjà pas. Je suis désolée, ça va déjà pas. C'est vrai qu'il y a d'autres cinéastes qui vont s'intéresser à elle. Donc, Demy, Vecchiali, qui l'a Vecchiali, c'est l'idole de sa vie, comme il l'a dit, puisqu'il l'a découverte quand il était gamin dans une photo de Meyerling, et qui ne cessera de vouloir... Et moi, j'en veux beaucoup, parce qu'il y avait un projet que j'ai eu la chance de lire. Donc, ils ont tourné très peu ensemble, finalement, puisqu'ils ont tourné un téléfilm qui est moyen, pas mal, et puis donc En haut des marches, qui a été très, très critiqué, parce que, bien sûr, que la critique a dit que c'était un film pétainiste, alors que c'est absolument hors de propos, c'est pas du tout ça, En haut des marches. Et elle est géniale dedans, parce que elle est pour moi la co-autrice du film, dans la mesure où c'est le porte-parole, quoi. Elle marche et il filme, quoi. C'est un peu la même connivence que j'évoquais avec Ophuls. Et il y a la même connivence avec Vecchiali. Et je regrette beaucoup que Vecchiali n'ait pas réussi dans les années 80-90 à monter un projet qui était à 2 doigts de se tourner, qui s'appelait La Marquise est à Bicêtre, qui était parce que Darieux voulait jouer une clocharde. C'était son rêve. Oui, c'est vrai, elle le dit dans l'émission. En plus, et donc, il lui avait trouvé un rôle de femme d'affaires qui, à la suite d'une mésaventure dont je ne me souviens plus, devenait clocharde dans le métro à Paris. Et autour d'elle, il y avait Annie Girardot, Jean-Pierre Cassel, enfin, il y avait des tas de gens comme ça. Et le projet était fait. Et pour une fois, les chaînes de télé de l'époque avaient accepté de le produire, ce qui était un peu difficile de la part de Vecchiali, qui n'était pas un personnage et un auteur facile. Et ce qui s'est passé simplement, c'est qu'ils ont dit, voilà, on vous donne l'argent que vous voulez. Enfin, l'argent que vous voulez, non. On vous donne une certaine somme d'argent et vous vous démerdez avec, à condition que vous ayez l'avance sur recette. Ce qui était quand même le minimum syndical, quoi, en quelque sorte. Et l'avance sur recette, je ne sais pas qui la présidait, etc., par 2 fois, à 3 ans de distance, lui ont refusé l'avance sur recette. On va retrouver les gens qui étaient dans cette commission. Non, mais des noms. Non, mais c'est pas parce que vraiment l'avance sur recette soutient quelquefois n'importe quoi. Quelquefois des films très bien, mais quelquefois n'importe quoi. On a aussi des noms. Voilà. Et là, avoir refusé par 2 fois un projet de Vecchiali avec Darieux, Girardot, Cassel, etc. Voilà, dans le livre, voilà, il s'est vengé, comme je dis toujours, en tournant en 2004 un petit film qui s'appelle « À votre bon cœur », où il jouait un vieux cinéaste qui assassinait l'un après l'autre tous les membres du comité de l'avance sur recette. Il s'est vengé comme ça, mais malgré tout, je regrette vraiment beaucoup parce que je pense qu'on est passé à côté d'un grand film. Mais c'est vrai qu'elle a continué quand même à beaucoup tourner. Malheureusement, il faudrait faire 7 émissions sur Daniel Darieux, mais on peut citer dans les noms, bien évidemment, Téchiné,
bouchinait, sautait, puis elle fait aussi j'allais dire un début, non, parce qu'elle a déjà joué au théâtre à la fin des années 30, mais elle fait un retour sur les planches où ça marche. Je vous conseille de voir Folie douce, qui est visible sur YouTube avec Michel Roux dans Au théâtre ce soir, où on voit ce qu'elle pouvait faire au théâtre. Il y avait une sorte de magie qu'il y avait entre la caméra et elle, c'est ça. Et que sur scène, on ne retrouvait pas toujours. Mais même dans Oscar et la Dame Rose, où elle était seule en scène, elle avait 85, je crois, comme ça. Facile, c'était même moment que 8 femmes. Mais c'est vrai que c'est pour ça que je me permets de parler de sa carrière théâtrale, parce que j'aimerais en arriver au dernier film vraiment très très important de sa carrière, parce que le temps presse également. C'est évidemment 8 femmes, et c'est ce que j'adore chez François Ozon, c'est quand il prend les pièces que j'aime bien d'Au théâtre ce soir, qui sont un peu vieillottes, un peu poussiéreuses, et qui nous met un truc pop avec une super musique, des super costumes, des super comédiens. Et 8 femmes, c'est une redécouverte. Quand on voit la captation Au théâtre ce soir, on se dit oh là là. Et quand on voit Le 8 femmes de François Ozon, qui est le dernier grand rôle de Daniel Darieux, qui fait une espèce de mamie alcoolique, c'est un peu Bébé Donge, qui fait que boire du Porto. Mais d'ailleurs, Bébé Donge, mais qui l'aurait pas dit à l'époque, ça, voilà. qui se confesse plus tard. Qui était assez voilà, c'est ça. OK avec ça. Ozon d'ailleurs a dit il m'a dit un jour quand je dirige Catherine Deneuve ou Daniel Darieux, je me coltine, je sais pas si c'est le terme, mais je crois que c'était son terme, je me coltine les 200 films qu'elles ont tournés à elles deux, quoi. C'est-à-dire et donc c'est vrai que pour Darieux, il lui concocte un rôle où comme c'était une grande flingueuse, en effet, dans les années 50, puisqu'elle tue dans Marie-Octobre, elle tue dans La vérité sur Bébé Donge, elle tue dans Le Désordre et la nuit, c'est bien ça, et dans le 7e ciel. Dans le 7e ciel. Donc elle a et donc évidemment qu'il lui a écrit ce rôle, parce qu'en fait les personnages existent dans la pièce de Robert Thomas. La seule chose qu'il a faite avec Marina Devanne, sa scénariste, c'est de mettre un peu de perversité là-dedans. Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni ses faiblesses, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre est celle d'une croix. Et quand il veut serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. Mais c'est vrai que je trouve qu'Ozon a vraiment cette qualité, et c'est un très très bon directeur d'actrice, un peu comme pouvait l'être Cukor. J'espère qu'il va écouter cette émission. Mais qu'il vienne parler de Daniel Darieux, je lui ai proposé, venez, on fait un cycle Daniel Darieux. Je pense qu'Ozon dans les bobines, il a de quoi dire. Et puis lui, il adore les vieilles actrices aussi. Ah bah oui, voilà, et d'ailleurs, une actrice quand même qui n'a été reconnue finalement que à la télé, puisqu'elle a obtenu un 7 d'or. Cette vieille récompense pas très chic. Néanmoins, ils ont eu le bon goût de le faire, mais Daniel Darieux, Walou, quoi, pas un César d'honneur, pas... Elle a eu un Molière d'honneur. Un César d'honneur aussi. Un César d'honneur aussi. Si, un César d'honneur. Mais les Césars d'honneur, on sait ce que c'est. Quoi. Mais voilà, c'est présenté par Jean Poiret, je me souviens. Vous êtes en train de flinguer tout mon quiz, je vous le dis depuis tout à l'heure. Vous balancez tout mon quiz. Ah oui, c'est vrai. Moi, tu noteras que j'ai gardé une information que je n'ai pas donnée pour que tu puisses l'avoir dans le quiz. Tu m'as quand même un peu niqué le truc. On va voir si Lou va répondre à toutes les questions, parce que moi, je ne suis pas sûr. Alors justement, la transition est un peu forcée mais parfaite pour le fameux jeu des bobines. On a parlé donc des trois glorieuses que sont Micheline Prel, Daniel Darieux et Michel Morgan. Donc je vous propose un petit quiz où effectivement la réponse sera soit l'une des trois, soit les deux, soit trois. Enfin bref, à vous de me dire qui ça concerne. D'accord ? Est-ce que vous êtes prêts ? Allez, Pierre, je compte sur vous. Alors première question, première affirmation. J'ai tourné un bout d'essai pour Soupçon d'Alfred Hitchcock. Daniel Darieux. C'est Michel Morgan. C'est Michel Morgan, effectivement. Je savais pas. Elle a même été pressentie pour Casablanca, mais. Oui, c'est parce qu'elle parlait pas assez bien anglais qu'il l'a pas prise. Ça aurait peut-être pas été un très bon film, Casablanca avec Michel Morgan. J'essaie d'imaginer le truc, le chapeau, tout ça. Passage tout Marseille après, voilà. Alors deuxième question. Donc déjà, ça fait un point pour Lou. On a dit en même temps. Bon d'accord, allez. Lou, allez, non, Lou. Deuxième affirmation. J'ai chanté sur la scène de Broadway. Ah, Darieux.
Darieux, effectivement, bravo Pierre. Dans cette très belle reprise de Coco. Ouais. Coco, et qui a succédé à qui Catherine Hepburn, qui était l'idole de Darieux. Elle a dit que c'était la seule actrice à qui elle a demandé un autographe. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Absolument. Mais c'est vrai, parce qu'on l'a pas trop évoqué, mais en plus, Daniel Darieux a beaucoup chanté dans ses films. Elle a énormément chanté. C'était la seule qui n'était pas doublée quand même dans Les Demoiselles de Rochefort. Et dans une chambre en ville. Mais c'est vrai que les collections de disques de Daniel Darieux, mais de toute façon, elle le disait quand dans les films des années 30, il y avait forcément une ou deux chansons parce qu'il fallait faire une phase B. Elle disait, je me mettais à chanter à des moments, mais qui n'avaient rien à voir avec le scénario. Mais... Oui, c'est comme dans Premier Rendez-vous. Très belle. Il peut neiger dans 4, c'est magnifique. Il y a des chansons. Charade. Mais continuons. Alors, un point pour moi cette fois-ci. C'était. Alors toi, il part pas le nord. Faut que je redresse la pente. Troisième affirmation, donc c'est là où c'est un peu grillé. On a pu me voir jouer avec Louis de Funès. Bah oui, mais ça c'est effectivement dans un théâtre ce soir. Darieux. C'est Darieux, effectivement, c'est un peu un piège. Darieux, le crime ne paie pas. Dans Faisons un rêve. Dans Faisons un rêve, mais au théâtre. Mais au cinéma, je ne crois pas. Mais si, le crime ne paie pas. Mince, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. C'est pas le Diable et les 10 commandements où elle fait justement le sketch avec Delon qui est bouleversant. Non, il y a Delon. Tout seul, si j'ose dire. Il y a un autre sketch, mais il joue pas directement la même scène. Ça. Mais dans Le crime ne paie pas, qui est moyen, mais c'est ça qui a lancé un peu de Funès, parce que Darieux était il y avait 4 stars, Edwige Feuillère, Girardot, Morgan et Darieux avait la scène le plus court. Elle jouait une je sais pas quoi, pas une anglaise, non, une française, mais ivre morte dans un bar, et c'était Louis de Funès qui était le barman. Et en le voyant bégayer, etc., que Gérard Houry a dit, mais je tiens mon comique pour le corneau, etc. Donc c'est ça donc c'est Darieux. Parce que j'ai voulu vous piéger. Le barman du Blue Bar, vous avez raison. Il est fort, Pierre, il est fort. Alors, quatrième affirmation, j'ai fait découvrir Gérard Philippe au cinéma. Micheline Prel. C'est Micheline Prel, effectivement, dans le Diable au corps. Pardon ? C'est seulement Micheline Prel ? Non, Michel Morgan n'y est pour rien. Ouais. Non, Michel Morgan, finalement, elles vont jouer. Des grandes manœuvres. Daniel Darieux va jouer avec. Et elles ont joué toutes les trois, bien sûr. Elles ont joué toutes les trois, mais c'est Prel qui vraiment a insisté. Qui l'a imposé presque, parce que personne n'en voulait. Micheline Prel a toujours dit qu'elle avait eu un petit béguin pour Gérard. C'est vrai. Mais et Darieux, après, a joué dans Le Rouge et le Noir avec notre ami Gérard Philippe, que Prel devait jouer. Mais Prel ne voulait pas jouer le rôle principal. Ça a toujours dit. Ah, d'accord. Ce qui est idiot. Oui, mais bon, si je peux me permettre. Je suis d'accord. Donc, c'est qui a dit la bonne réponse ? C'est Pierre encore. C'était moi. D'accord. Alors, cinquième affirmation, j'ai été marié à Bill Marshall. C'est Morgan Prel et Morgan, effectivement. Là, Daniel n'a rien à voir là-dedans, effectivement. Sixième affirmation, j'ai tourné 3 films avec Jacques Demy. Daniel Darieux. Non, c'était un piège. C'est Micheline Prel. C'est Micheline Prel. Les 7 péchés capitaux. Ouais. Podane. Oui. Et l'événement le plus important, c'est ça. Oui, puisqu'elle joue la Toubib. La gynéco de qui après demande conseil à Raymond Jérôme. Oui, absolument. Effectivement, Dédé n'a fait qu'une chambre, enfin entre guillemets une chambre en ville et demoiselles. Mais ça vaut largement les 3. Septième affirmation, j'ai eu un grand prix d'interprétation féminine à Cannes. C'est Michel Morgan pour la symphonie pastorale. C'est Morgan, effectivement, pour la symphonie pastorale. Oui, tout à fait. Et oui, c'est la seule qui a été vraiment récompensée je dis n'importe quoi. Directement, on va dire. Sinon, effectivement, parce qu'Occupe-toi d'Amélie, elle a failli avoir le prix. Elle aurait dû. Elle aurait dû, et c'est Isa Miranda qui l'a eu. Grande comédie. Alors qu'on s'en souvient pas. Mais c'est vrai qu'aucune des 3 glorieuses n'a gagné un César. Elles ont eu plein de victoires du cinéma qu'on distribuait comme des petits pains dans les années 50. Mais ça coûte pas cher. Oui, les victoires du cinéma, c'était un truc... Les Césars, c'est un peu bizarre, mais les victoires, c'était encore pire. Parce que c'était donné à la fois par les spectateurs, les lecteurs du film français, les magiques... Bon, voilà. Alors, 8e information, j'ai débuté au cinéma dans Mademoiselle Mozart de Yvan Noé. Ça, c'est Michel Morgan. C'était un piège, bravo, parce qu'il y a Daniel Darieux qui joue dedans, mais effectivement, Morgan joue une petite figuration. Ça devait être son 10e film déjà. Oui, on ne le sait pas, ça. Alors, 9e affirmation, j'ai eu l'immense honneur d'enregistrer un titre avec Patrick Bruel. Mais ça, c'est Darieux, effectivement. Darieux. Quelle chance. Pour Parking ? Non. Mais c'est Patrick Bruel, c'était dans... Entre deux. Quand il a fait ses chansons de Oui, parce qu'il l'a invité à chanter Premier Rendez-vous, puis il en avait un peu marre.
Et puis elle est arrivée, elle dit, mais c'est beau ça. Et c'était à Paris dans chaque faubourg. Ah. Et du coup, ils ont fait ce duo. Mais pourquoi dites-vous qu'il a eu l'honneur de... Oh, c'était un peu ironique. Ah oui, parce que moi j'aurais inversé, c'est lui qui... Oui. C'était de l'ironie. Il y avait un tout petit peu d'ironie. Et enfin, dernière affirmation, j'ai fait partie du cercle restreint des actrices centenaires avec Suzy Delair et Olivia de Havilland. Micheline Prel. Et Darieux qui voulait atteindre les 100 ans, elle l'a fait. Morgan est décédée avec 96 ans. 96 ans, effectivement. Malheureusement. C'était en 2016, c'était le mois de décembre 2016. 2017 terrible. Pour Darieux. Ah, les vieilles carnes. Vous avez bien travaillé quand même. Et Suzy Delair. Oui, je l'ai dit. Morte, oui, mais morte quand même le premier jour du Covid dans l'indifférence la plus complète parce que c'était la panique dans le monde entier. Tu te dis, il n'y a personne pour Suzy. 103, ouais. Alors, bravo. Hein, donc, j'ai pas fait les comptes, mais tout le monde a gagné. Tout le monde a gagné. Allez, on va c'est dire comme notre cher invité. Allez, on se dit ça. Alors, avant de nous quitter, juste, on conseille effectivement le livre de Pierre Murat, donc sur Daniel Darieux. Aux éditions Télémac. Juste avant, on a évoqué beaucoup de films de Daniel Darieux. Quel serait celui qu'on n'aurait pas encore évoqué et que vous conseillez votre petit coup de cœur un peu inconnu? Alors, si, voilà, le sketch c'est François Ozon et moi qui partageons la même passion pour Le Diable et les 10 Commandements. Le sketch avec Delon. Ouais. Pas le film entier qui est un peu lourdeau, mais le sketch donc que Darieux joue avec Delon, qui est très court, et qui est l'histoire d'un jeune homme à qui son père, George Wilson, apprend que sa mère, dont il se plaint toujours, Madeleine Robinson, qui est un peu possessive, il dit « T'en fais pas, c'est pas ta mère. » « Ah bon, qui c'est ma mère ? Mais tu ne connais qu'elle. C'était une erreur de jeunesse. C'est une star qui s'appelle Clarisse Ardant, d'ailleurs. » Et donc, et il va voir Clarisse Ardant, qui est donc Darieux, et qui répète la mégère apprivoisée, et il lui dit « J'ai quelque chose à vous dire de très important. » Et elle l'amène dans sa loge, et là, elle le drague. Avant qu'il fasse la révélation. Qu'est-ce qui va se passer ? Non, bien sûr qu'il ne se passe rien, mais voilà. Mais c'est un sketch qui dure 10 minutes, dialogué par Janson, et c'est un petit bijou de perversité parce qu'en effet, très vite, on s'aperçoit. Mais je suis votre fils. Mais pourquoi tu l'as pas dit tout de suite, imbécile ? Voilà. Et là, il y a une réplique absolument formidable. Elle le regarde à un moment donné parce qu'il y a un flirt entre les deux qui continue malgré tout dans ce sketch. Et Janson lui fait écrire 2 répliques absolument immortelles. C'est à un moment donné, il lui dit mais tu es beau comme un dieu, toi, dit Darieux. Tu es beau comme un dieu. C'est fou ce que tu peux me ressembler. Bon, je me permets juste de rajouter une petite ligne avant qu'on conclue. Je n'ai pas fait de chronique nanar parce que c'est Daniel Darieux. J'arrivais pas. Il y a la maison de campagne de Jean Giraud, il y a les mamies. Il y a les mamies. C'est là où je voulais en venir. C'est que vraiment, si vous voulez vous marrer, c'est pire que la bande-annonce que vous pouvez trouver sur YouTube. Les Mamies, qui est une espèce de parodie d'Indiana Jones avec Marthe Villalonga, Sophie Desmarais, Jackie Sardou. C'est des grands énorme casting. Ça a l'air terrible. Il y a même Odette Laure, vraiment, allez-y, courez. La musique même est samplée sur la BO d'Indiana Jones. Donc allez voir ça en nanar. Et Darieux, hélas. Et Darieux, hélas. C'est la fin des bobines. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cette émission. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission consacrée à une nouvelle bobine. Merci de nous avoir écoutés. Et si vous aimez cette émission, Marcel, où est-ce qu'on nous retrouve ? Eh bien, sur Spotify, Deezer, YouTube et j'en passe. Oui. N'hésitez pas. Et un grand merci donc à Pierre Murat d'être venu parmi nous. Merci à vous. Merci beaucoup. Et on rappelle donc le livre, les films de Daniel Darieux aux éditions Télémac qu'on peut trouver dans toutes les bonnes librairies. C'est ça ? Merci beaucoup. Merci Pierre. À bientôt. You the covenant, choose not right, but not sure. Hope, just getting on the covenant.